Bien, mesdames et messieurs, avec Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et Stanislas Guerini, nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Présenter un tel projet est toujours un moment de vérité. C'est un choix politique essentiel. C'est défendre l'un des fondements de notre modèle social. C'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mais cette solidarité repose sur un équilibre. Il faut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture, c'est un constat. Un constat réalisé par tous ceux qui se sont penchés sur les retraites. Car sans entrer dans des études et des hypothèses complexes, il y a une réalité que chacun connaît. Le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminue par rapport au nombre de retraités. C'est un fait, pas un argument politique. Nous devons être capables de regarder la réalité en face et de trouver des solutions pour préserver notre modèle social. J'ai bien conscience que faire évoluer notre système de retraite suscite des interrogations et des craintes chez les Français. Nous voulons y répondre et convaincre. Ce sujet n'est pas nouveau. Il a fait l'objet de très nombreuses discussions au cours du précédent quinquennat. Un projet ambitieux avait été présenté par Édouard Philippe. Il avait suscité à la fois des attentes et des contestations. Nous avons appris de cette période et nous en avons tiré les conséquences pour bâtir ce projet. Nous conservons une ambition de justice et de progrès. Par ailleurs, la nécessité d'adapter notre système pour le préserver a été au cœur de la campagne présidentielle, puis de celle des législatives. Ça n'est donc une surprise pour personne. Notre ambition a été portée en toute transparence par le président de la République et partagée avec les Français. Je souhaite maintenant vous indiquer le cadre dans lequel s'inscrit le travail que nous conduisons depuis plusieurs mois afin d'assurer la pérennité de notre système de retraite. Tout d'abord, nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, nous refusons d'augmenter le coût du travail et les impôts, car nous voulons atteindre le plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment d'incertitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030. Nous avons également posé deux principes structurants. D'une part, nous voulons que ceux qui ont cotisé toute leur vie partent avec une meilleure retraite. Et d'autre part, nous voulons prendre en compte les différences entre les métiers comme entre les carrières. Nous ne sommes pas égaux devant le travail. On ne peut donc pas demander à chacun de travailler uniformément plus longtemps. Autour de ce cadre et de ces principes, nous avons mené des concertations denses. Nous avons avancé avec des convictions, mais sans idée définitive. Le ministre du Travail a mené 3 cycles de concertation avec les partenaires sociaux depuis octobre. J'ai personnellement rencontré à 3 reprises, et encore la semaine dernière, les dirigeants des organisations syndicales et patronales. Chacun a participé aux discussions. J'ai également rencontré tous les présidents de groupes parlementaires à plusieurs reprises, spécifiquement sur la question des retraites. Ce dialogue a été utile, car je suis certaine que l'échange, même en cas de désaccord sur des points importants, nous fait collectivement progresser. On ne mesure pas l'intérêt d'une concertation par une réponse binaire, soutien ou refus de la réforme. Des mois de travail, ce sont de multiples avancées qui dessinent un projet différent.
Et je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt qui le défendra au Parlement, ce projet est meilleur qu'il n'était il y a 6 mois. Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Premier objectif, un projet d'équilibre. Le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités va provoquer des déficits qui vont se creuser année après année. Laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable. Les aggraver davantage en prenant des mesures démagogiques comme abaisser l'âge de départ à la retraite le serait plus encore. Cela conduirait inéluctablement à augmenter massivement les impôts, à diminuer drastiquement les pensions, voire à mettre en péril notre système de retraite. Cela, nous n'en voulons pas. Je suis bien consciente que ça n'est neutre pour personne, mais pour l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. Ce choix, des majorités de droite comme de gauche l'ont fait avant nous. Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens. Dans un premier temps, chacun le sait, nous avions envisagé de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans pour équilibrer le système en 2030. Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Nous avons examiné les différentes hypothèses qui permettraient d'atteindre l'équilibre en bougeant d'autres éléments. Nous avons par ailleurs regardé de près les propositions de chacun, notamment l'amendement voté depuis plusieurs années par le Sénat. En effet, chacun des choix en apparence technique a des impacts en termes de répartition des contributions ou de justice sociale. Si nous présentons aujourd'hui une proposition différente que celle que nous portions initialement, c'est précisément grâce à ces semaines de dialogue. Je suis reconnaissante à tous les partenaires sociaux et aux différentes forces politiques, même les plus opposées à toute réforme, d'avoir contribué à cet exercice collectif. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'1 trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions. Pour que ce projet soit pleinement équilibré, il faudra que chacun prenne sa part. C'est pourquoi nous demanderons aux employeurs une contribution supplémentaire pour le financement de la retraite. Mais nous refusons qu'elle augmente le coût du travail. C'est pourquoi nous baisserons symétriquement la cotisation des employeurs au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est très excédentaire. Et je veux le souligner, avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre. Bruno Le Maire précisera dans quelques instants le cadrage financier de notre projet. Mesdames et messieurs, le deuxième pilier de notre projet, c'est la justice. Car derrière les principes généraux, il y a la situation de millions de travailleurs. Un système juste, c'est permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt.
Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. Nous créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Nous rendrons le dispositif carrière longue plus juste, notamment pour les femmes. Avant ce projet, les périodes de congé parental n'étaient pas prises en compte dans la durée pour en bénéficier. Cela sera désormais le cas. Ainsi, davantage de Français seront concernés par le dispositif, un Français sur 5 arrivant à la retraite dans les prochaines années. Un système juste, c'est aussi tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers hier et aujourd'hui. Au-delà des facteurs intégrés au compte professionnel de prévention, le C2P, nous devons mieux reconnaître l'impact d'autres contraintes sur la santé des travailleurs, notamment le port de charges lourdes ou les postures pénibles. Pour ces travailleurs, nous allons renforcer le suivi médical, repérer les fragilités et mieux accompagner ces salariés vers des dispositifs de départ anticipé à 62 ans pour raisons de santé. Ensuite, je ne peux pas me résoudre à ce que le travail puisse abîmer tant de nos compatriotes. C'est pour cela que la prévention est au cœur de notre projet. Nous allons créer un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doté d'1 milliard d'euros. Nous voulons ensuite réfléchir différemment à l'évolution des carrières et faciliter les reconversions. Ainsi, nous allons améliorer le C2P et permettre qu'il soit utilisé pour des reconversions professionnelles. Ce sont des avancées sociales tout au long de la carrière. Olivier Dussopt y reviendra. Je souhaite préciser que les militaires et les fonctionnaires en catégorie active, comme les policiers ou les sapeurs-pompiers, dont les métiers sont plus dangereux, pourront continuer à partir plus tôt. Ce sera aussi le cas pour les aides-soignantes dans la fonction publique hospitalière. La durée de service permettant de bénéficier d'un départ anticipé, tout comme l'âge d'annulation de la décote, n'évolueront pas. Stanislas Guérini présentera dans un instant les implications de notre projet dans la fonction publique. Un système juste, c'est également prendre en compte les situations de chacun et en particulier les plus fragiles. Un départ à 62 ans à taux plein sera maintenu pour les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude. Cela représente 100 000 personnes par an. Par ailleurs, les années passées comme aidant auprès d'un parent âgé ou d'un enfant en situation de handicap seront désormais comptabilisées. Et je veux également que l'on répare une injustice de notre système actuel. Les trimestres que près de 2 millions de nos concitoyens ont passés en travaux d'utilité collective, les TUC des années 80, pourront enfin être pris en compte. Au total, grâce au dispositif que je viens de vous présenter, 4 personnes sur 10 partant en retraite chaque année pourront bénéficier de départs anticipés et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Un système juste, c'est tenir compte, enfin, de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Olivier Dussopt y reviendra. C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite. Mesdames et messieurs, troisième pilier, notre projet apportera des progrès sociaux. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants
notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 € par mois. C'est près de 1 200 € par mois dès cette année. Au-delà de la majorité présidentielle, lors des concertations, certains groupes parlementaires, je pense aux Républicains, ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les retraités actuels. Cette demande a également été portée par des organisations syndicales et patronales. Je pense à la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la CPME ou l'UDP. Les uns et les autres ont souligné que les femmes et les indépendants étaient la majorité de ceux qui touchent les plus petites retraites. C'est une inégalité majeure à laquelle nous voulons répondre. Aussi, avec le président de la République, nous avons décidé d'intégrer dans notre projet la revalorisation des pensions de retraite actuelles pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Grâce à cette mesure, près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées. Ce choix est le fruit de la concertation et notamment des dernières discussions qu'Olivier Dussopt et moi-même avons menées la semaine dernière. Nous allons donc travailler à ce dispositif dans les prochains jours avec les parlementaires de la majorité, mais aussi des groupes qui, au-delà de la majorité, portent cette mesure et pourraient soutenir la réforme. Je pense en particulier aux Républicains. Notre objectif est de pouvoir l'intégrer au projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Enfin, le dernier progrès majeur de ce projet concerne l'emploi des seniors. Et c'est là aussi un combat auquel je crois profondément. Nous sommes l'un des pays d'Europe où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaillent est la plus faible. Cela nous conduit à nous priver de leur expérience, de leurs compétences précieuses et de leur contribution à notre richesse nationale. C'est aussi trop souvent le fait d'une pratique abusive et, disons-le, discriminatoire, qui consiste à faire partir les salariés quelques années avant leur retraite. Les entreprises doivent faire leur place aux personnes proches de la retraite et veiller à une meilleure qualité de vie au travail. Il est temps que les employeurs prennent en main ce sujet. Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple, il sera public, il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises. Le construire sera obligatoire pour les entreprises de plus de 1 000 salariés dès cette année et en 2024 pour celles de plus de 300 salariés. Nous souhaitons aussi donner plus de souplesse à la transition entre l'activité et la retraite. Nous allons donc assouplir le dispositif de retraite progressive pour les salariés et l'étendre à la fonction publique. Nous permettrons ainsi à ceux qui le souhaitent de passer à temps partiel 2 ans avant l'âge légal de départ en liquidant une partie de leur retraite. Nous allons aussi rendre le cumul emploi-retraite plus simple et créateur de droits nouveaux. Replacer les seniors au cœur des entreprises et mieux maîtriser sa fin de carrière, ce sont aussi des progrès majeurs permis par notre projet. Olivier Dussopt y reviendra plus en détail dans un instant. Mesdames et messieurs, avant de laisser la parole au ministre, j'aimerais revenir sur quelques points. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions, mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Alors je le dis clairement, non, ce projet ne se mettra pas en œuvre du jour au lendemain. L'âge de départ sera relevé progressivement sur une durée de 8 ans. Non, l'âge d'annulation de la décote ne changera pas. Il restera à 67 ans. C'est une protection pour les plus modestes, pour celles et ceux qui ont eu des carrières hachées ou incomplètes, le plus souvent des femmes. Non, ce projet ne concerne pas les retraités actuels. Le montant des pensions sera toujours indexé sur l'inflation. Le seul changement pour eux, c'est une augmentation de pension pour près de 2 millions de petites retraites.
Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter les grandes orientations de notre projet pour les retraites. Dans 2 semaines, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui le porte sera présenté en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement. Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois, nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Cette présentation n'est donc pas un point final, nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet et cela sera possible grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. Je vous remercie et je donne la parole à Bruno Le Maire. Merci Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs. Comme vous le savez, comme l'a rappelé la Première ministre, la France possède un des systèmes de retraite les plus généreux au monde. C'est une force et c'est une fierté pour l'ensemble de nos compatriotes. Ce système repose sur la cohésion entre les générations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. Il exprime donc ce que nous voulons comme nation, la solidarité plutôt que le chacun pour soi. Mais compte tenu du vieillissement de la population, la Première ministre vient de rappeler les chiffres, l'équilibre financier de ce régime des retraites est menacé. C'est un fait incontestable. Ce régime accusera 13,5 milliards d'euros de déficit en 2030. C'est un fait et c'est aussi un problème grave. Certains prétendent que ce déficit serait négligeable. Mais aucun déficit n'est négligeable. Et chaque euro compte pour un État qui a 3 000 milliards d'euros de dette. La seule bonne méthode pour préserver notre modèle social, c'est donc de traiter chaque problème séparément, avec constance, avec détermination, avec courage. Il ne peut pas y avoir de solidarité à crédit. Pour que nous puissions combler ce déficit et avoir un régime de retraite par répartition, il y a dans le fond, comme l'a rappelé Elisabeth Borne, 3 options. La première option, c'est de baisser les pensions des retraités. Ce serait profondément injuste, c'est donc évidemment exclu. La deuxième option, qui est défendue par un certain nombre de personnes, c'est d'augmenter les cotisations sociales, ce qui revient à baisser les salaires nets de nos compatriotes, ce qui est un peu surprenant dans une période où chacun réclame au contraire plus de salaires nets. Certains nous expliquent que cette augmentation de cotisations sociales serait indolore. Alors tout dépend ce qu'on entend par indolore, mais à nos yeux, ça n'est pas indolore. Au contraire, une augmentation de 1 point de cotisation sociale, c'est ce qui est nécessaire pour parvenir au même objectif, l'équilibre financier du régime des retraites en 2030. Et une augmentation de 1 point de cotisation retraite, c'est 440 € de revenus nets moyens en moins par an en 2030. Nous n'infligerons pas à nos compatriotes 440 € d'impôts supplémentaires par an sur leur salaire. C'est donc une option qui est également exclue. La seule option juste, la seule option efficace, c'est celle que vient de présenter la Première ministre Elisabeth Borne, une réforme du système de retraite pour travailler plus longtemps. De quels chiffres parlons-nous? Pour parvenir à l'équilibre du régime de retraite, nous devons donc trouver, j'ai donné le chiffre, 13,5 milliards d'euros en 2030. La réforme qui vient d'être présentée par la Première ministre apportera 17,7 milliards d'euros en 2030 aux caisses de retraite. Et je confirme que chaque euro économisé ira bien aux caisses de retraite et uniquement aux caisses de retraite. Avec cette marge de manœuvre que nous avons dégagée, de l'ordre de 4,2 milliards d'euros, nous allons pouvoir financer les mesures qui viennent d'être présentées par la Première ministre. 17,7 milliards d'euros rapportés par la réforme,
13,5 milliards pour revenir à l'équilibre. Il reste donc 4,2 milliards d'euros pour financer des mesures de justice. Les retraites des plus fragiles, en raison de leur inaptitude ou de leur invalidité, qui pourront continuer de partir à la retraite à 62 ans, c'est un coût de 3,1 milliards d'euros. Les mesures sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la revalorisation des petites pensions pour les nouveaux retraités, c'est un coût de 1,7 milliard d'euros. Nous avons donc un coût total pour ces mesures complémentaires de 4,8 milliards d'euros. Et comme nous avons des recettes de 4,2 milliards, il manque donc 600 millions d'euros, si je calcule bien. Ces 600 millions d'euros seront comblés par un transfert des cotisations de la branche accident du travail, qui est excédentaire, vers la branche retraite, qui est déficitaire. Cela ne coûtera rien ni aux entreprises, ni aux salariés, mais permettra de boucler l'équilibre financier à l'euro près du régime des retraites en 2030. Cela permettra de garantir l'équilibre financier et donc le principe de solidarité de notre système de retraite par répartition. Je voudrais terminer comme la Première ministre par un dernier point sur l'emploi des seniors. Pour vous dire que cette réforme présente, au-delà de l'équilibre financier, au-delà des mesures de justice qui ont été présentées, un avantage majeur qui est de favoriser l'emploi des seniors. Car quand on regarde l'économie française et le marché du travail en France, il y a un point révoltant. C'est le taux d'emploi des seniors. Et je pèse mes termes, c'est révoltant que la France ait un des taux d'emploi les plus faibles des plus de 55 ans, de l'ordre de 56%, là où il atteint 70% en Allemagne ou en Suède. C'est une perte de compétences, c'est un gâchis d'expérience, c'est un gâchis d'humanité, c'est un gâchis collectif. Et de ce point de vue, notre réforme augmentera le taux d'emploi des seniors qui retarderont leur départ à la retraite. C'est ce que nous avons observé lors de la réforme de 2010. Le taux d'emploi des seniors était alors de 40%. Il est passé avec cette réforme à 56%. La réforme que nous vous présentons permettra donc d'avoir un taux d'emploi des seniors plus élevé, de profiter de leur expérience, de leur savoir-faire et d'améliorer le marché de l'emploi en France. Je vous remercie et je laisse la parole à Olivier Dussopt. Bien, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la réforme d'équilibre et de responsabilité qui vous est présentée aujourd'hui est une réforme de progrès et une réforme de justice. Comme l'a dit la Première ministre il y a un instant, c'est avant tout le fruit d'une concertation menée sans relâche depuis des mois avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques de tout le pays pour avancer, trouver un certain nombre de solutions. Cette méthode de concertation est la méthode du gouvernement. C'est celle aussi que je m'applique depuis 2017. Dialoguer, écouter, identifier les points d'accord, respecter les différences. Je l'avais fait en matière de réforme de la transformation de la fonction publique, comme à l'occasion des différents exercices budgétaires. Cette concertation aura donc été menée jusqu'au dernier jour, par tous les partenaires sociaux, comme par toutes les forces politiques. Et nous avons mené cette concertation, en dépit de ceux qui nous promettaient un mur infranchissable, des chaises vides. Il n'en a rien été. Et nous avons pu, pendant des dizaines d'heures et des dizaines de réunions, pouvoir construire une réforme, la Première ministre l'a dit, différente aujourd'hui de ce qu'elle aurait été il y a 3 mois. Il y a eu, et il y a évidemment, des désaccords, ça n'est pas un secret. Il y a aussi des convergences. Et suffisamment de convergences pour que nous puissions vous présenter aujourd'hui des mesures qui répondent à des attentes de longue date, qui corrigent des injustices et qui accompagnent les nouvelles évolutions. À ce titre, et quelle que soit leur position, je tiens à mon tour à remercier les organisations syndicales, les organisations patronales, les groupes parlementaires, qui ont tous contribué à construire ce dialogue, constructif, parfois un peu épineux, mais toujours constructif et utile. J'ai sans cesse rappelé le double objectif du gouvernement pour illustrer l'utilité de cette concertation. À la fois améliorer notre système de retraite et en garantir l'équilibre. Améliorer sans équilibrer serait irresponsable et équilibrer sans améliorer serait injuste. Je souhaite aussi dire que ce temps de travail, de dialogue, d'échange, parfois de controverse, a été utile pour préciser un certain nombre de propositions, de priorités que nous avions d'ores et déjà annoncées. Il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, nous n'aurions pas été en mesure de présenter un projet aussi précis, aussi opérationnel, pour donner corps justement à ces grands principes, à ces priorités, priorités du gouvernement, priorités aussi d'acteurs sociaux. La réforme que nous présentons est donc d'abord une réforme juste, puisqu'en face des décisions toujours lucides, parfois difficiles, qui nous permettent de préserver et d'équilibrer notre système, nous proposerons des mesures d'accompagnement fortes pour les plus fragiles d'entre nous.
Nous travaillerons donc plus longtemps, mais pas tout le monde, pas de la même manière, pas au même rythme. Et nous apportons par cette réforme des réponses très concrètes à toutes celles et ceux qui ont connu des carrières longues, qui ont connu aussi des carrières difficiles. Tout d'abord, la réforme permettra donc de mieux prendre en compte les carrières longues, en renforçant considérablement le dispositif existant. La Première ministre l'a dit dans son propos. Au-delà des carrières longues actuelles qui permettent de partir 2 ans avant l'âge légal avec 5 trimestres validés avant 20 ans, nous apporterons une réponse aux carrières débutées très tôt pour permettre aux travailleurs ayant validé 5 trimestres avant 18 ans de partir 4 années avant l'âge légal d'ouverture des droits. Concrètement, une personne qui aurait commencé à travailler en tant qu'apprenti, le jour de ses 16 ans par exemple, comme mécanicien, comme boulanger, pourra partir à 60 ans. Les assurés qui ont débuté leur carrière avant 16 ans continueront, eux, de partir dès 58 ans, dans des conditions facilitées par rapport à aujourd'hui. Nous diminuerons les exigences en matière de durée de cotisation par rapport à la durée légale. Enfin, cela a été dit, les interruptions de carrière pour élever ses enfants seront désormais prises en compte dans l'accès aux carrières longues. C'est là une mesure forte pour les femmes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont, à un moment de leur vie, fait valoir leur droit à un congé parental pour élever leurs enfants au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. Nous renforcerons aussi les dispositifs de départ anticipé pour les travailleurs les plus fragiles, pour les travailleurs victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Ainsi, les personnes invalides, en situation d'inaptitude ou d'incapacité permanente, pourront toujours partir à 62 ans. Et cela permettra à 100 000 personnes par an de partir à taux plein avant le nouvel âge légal de 64 ans. Les victimes d'accidents du travail, les victimes de maladies professionnelles pourront aussi partir plus tôt. Les travailleurs en situation de handicap, par exemple, pourront continuer à partir à la retraite dès 55 ans. Et les travailleurs exposés à l'amiante voient maintenu le droit à un départ anticipé à partir de 50 ans. Le troisième point que je souhaite aborder devant vous concerne notre volonté de rendre les retraites plus justes en répondant à celles et ceux qui ont été confrontés à la pénibilité et à l'usure professionnelle. Nous plaçons donc la prévention de l'usure professionnelle au cœur de la réforme, d'abord en levant l'ensemble des verrous du compte professionnel de prévention, le C2P. Nous allons abaisser plusieurs seuils pour permettre de rendre plus facile l'acquisition de droits et nous créerons un congé de reconversion comme nouvelle utilisation du C2P pour mettre fin à l'enfermement dans des métiers difficiles. Ainsi, nous allons par exemple abaisser de 120 à 100 le nombre de nuits travaillées par an pour obtenir des points de C2P. Nous allons aussi mieux protéger les salariés que l'on qualifie de polyexposés, celles et ceux qui exercent un métier exposé à plusieurs des 6 critères de pénibilité du C2P, mais qui ont parfois du mal à valider par l'exposition particulière qu'ils connaissent les indicateurs nécessaires pour 1 ou 2 des critères alors qu'ils sont exposés à plusieurs d'entre eux de manière partielle. Très concrètement, une caissière de supermarché ou un gardien de nuit vont acquérir plus facilement des points sur leur compte au titre du travail répétitif pour les premiers et du travail de nuit pour les seconds. Ils pourront, je disais il y a un instant, bénéficier d'un nouveau droit, d'une nouvelle utilisation du C2P avec la création d'un congé de conversion professionnelle, rémunéré à 100%, financé en termes de formation, pour s'orienter vers un métier moins exposé au risque. Nous sommes absolument convaincus avec la Première ministre que la reconversion, la possibilité d'avoir une deuxième carrière, d'exercer un nouveau métier, est le meilleur moyen de prévenir l'usure professionnelle pour les salariés qui sont le plus exposés et ainsi de permettre aux salariés de notre pays d'aller jusqu'à l'âge légal, d'avoir une carrière complète, sans avoir à partir plus tôt parce que l'usure aurait fait son œuvre et que leur corps aurait été abîmé par leur travail. Plus encore, et pour donner les moyens de ne pas simplement réparer l'usure professionnelle, mais de la prévenir, nous allons donc créer un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, la prévention de la pénibilité. Nous allons demander aux branches professionnelles de négocier des accords de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme tels, comme difficiles, par les instances de la sécurité sociale. Ce fonds sera doté d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. C'est 1 milliard d'euros contre la pénibilité. Ça aussi, c'est une avancée forte et une avancée qui est financée dans le cadre de la réforme que nous vous présentons aujourd'hui. Nous voulons aussi, pour compléter ce dispositif, dans ces métiers particuliers, particulièrement exposés à des difficultés, nous appuyer sur la loi santé au travail qui a été votée à l'été 2021 et ainsi renforcer le suivi individuel médical pour permettre à celles et ceux pour lesquels l'usure aurait malheureusement fait son œuvre de continuer à bénéficier de départs anticipés, de partir ainsi plutôt à la retraite. J'en viens à mon tour à la question du travail des seniors. Autre sujet de la concertation, autre sujet sur lequel nous souhaitons des avancées. Cette réforme ne serait pas juste si elle laissait les seniors sans réponse. C'est à la fois une condition de réussite de la réforme, mais aussi une condition
à atteindre l'objectif de plein emploi que nous nous sommes collectivement fixés. Nous allons donc faciliter les transitions entre l'activité et la retraite en élargissant l'accès à la retraite progressive, à la fois en l'ouvrant à la fonction publique, mais aussi en facilitant l'accès à cette retraite progressive pour les salariés. Nous allons aussi rendre plus facile le cumul emploi-retraite en déplafonnant ses conditions d'exercice. Nous allons faire en sorte qu'il soit créateur de droits. Ainsi, un retraité qui exerce un emploi en parallèle de sa retraite pourra demander une revalorisation de sa pension pour tenir compte des cotisations acquittées au titre de cet emploi en cumul, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Dans le même temps, nous allons ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux pour concrétiser les engagements du président de la République au sujet du compte épargne-temps universel, qui doit bien évidemment favoriser ces transitions les plus douces entre l'activité et le départ à la retraite. Demander à nos concitoyens de travailler plus longtemps, demander aux seniors de rester plus longtemps dans l'emploi ne pourra pas se faire sans l'engagement des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous allons créer un index senior pour que les entreprises puissent prendre toute leur part dans le maintien en emploi des salariés âgés et renforcer le dialogue social en la matière. Il s'agit de mesurer l'implication des entreprises à partir d'une certaine taille, en tenant compte des caractéristiques des branches, en permettant aux branches d'adapter un certain nombre d'indicateurs pour l'emploi des seniors, de manière à ce que nous puissions ainsi mesurer les évolutions et les implications de chacun. Toutes les entreprises de plus de 300 salariés devront renseigner en toute transparence cet index, chacun des indicateurs tels qu'ils seront définis à l'issue d'une concertation interprofessionnelle. Le refus de renseigner l'index sera un motif de sanction. Ensuite, lorsque les résultats de l'index seront connus, nous souhaitons que l'emploi des seniors devienne un outil, un instrument, un objet obligatoire de la négociation sociale dans les entreprises et que cette obligation soit renforcée en fonction des résultats de l'index pour ainsi améliorer cette situation. Enfin, je souhaite dire qu'augmenter la pension minimale est évidemment notre priorité. La Première ministre l'a dit, nous allons revaloriser dès le mois de septembre 2023 de 100 € par mois les retraites les plus basses pour atteindre ainsi près de 1 200 € par mois pour une carrière complète cotisée au SMIC. Cette mesure, la Première ministre l'a dit aussi, sera indexée pour que, mois après mois, année après année, ce départ avec au moins 85% du SMIC soit garanti aux salariés qui demanderont la liquidation de leurs droits. Ce sont près de 200 000 nouveaux retraités qui en bénéficieront chaque année, soit un retraité sur 4, et les 3/5 des bénéficiaires seront des femmes. Cette mesure de justice s'appliquera aux salariés, mais aussi aux artisans commerçants, aux agriculteurs, et elle aura un effet fort pour tous les salariés qui auront connu une carrière complète avec des rémunérations principalement situées soit dans les 2 premiers déciles de revenus, soit qui auront connu des carrières hachées, parfois du fait de la précarité. Nous allons aussi engager cette revalorisation pour les pensions de retraite actuelles, les pensions des retraités actuelles, mais la Première ministre l'a dit, ça nécessite quelques travaux complémentaires. Enfin, cette réforme de justice est une réforme d'équité. Améliorer la solidarité au sein des générations, c'est aller au bout de la promesse faite par notre système de retraite par répartition vers plus d'équité. Et nous voulons mettre un terme à un certain nombre de situations qui peuvent apparaître comme des privilèges. C'est aussi avoir le courage que personne n'avait eu jusqu'alors. Les régimes spéciaux sont devenus archaïques à mesure que la réalité des métiers a évolué. Et ainsi, les régimes spéciaux sont aussi devenus progressivement plus injustes. Nous allons donc fermer les régimes spéciaux pour ce qui concerne l'affiliation au régime général d'assurance vieillesse et retraite, pour la RATP, pour les industries électriques et gazières, pour les clercs et les employés de notaires, pour la Banque de France et le Conseil économique, social et environnemental. Par contre, l'équité ne doit pas se faire contre le contrat social. Nous respecterons à la lettre ce contrat social. Ainsi, les régimes spéciaux, pour ce qui concerne l'assurance retraite, seront fermés pour les nouveaux embauchés, uniquement pour les nouveaux embauchés, à compter du 1er septembre 2023. Par contre, l'intégralité des salariés relevant de ces régimes spéciaux auront à voir aussi un allongement de leur durée d'activité dans un calendrier, une période de convergence qui sera définie en concertation avec les entreprises et les branches concernées. L'équité, c'est aussi permettre aux indépendants d'avoir les mêmes droits que les salariés face au montant des prélèvements. Nous voulons leur garantir l'accès à la pension minimum, à la retraite minimum. Nous voulons aussi engager la réforme de l'assiette sociale pour la concrétiser en 2024, en veillant à ce que les indépendants qui réalisent une carrière complète bénéficient ainsi pleinement de cette garantie de retraite minimale. L'ensemble de ces mesures de justice et d'équité permettent donc de concrétiser des avancées attendues par les Français. Elles permettent d'accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires tout en rétablissant l'équilibre financier du système de retraite. Je suis très fier, et nous sommes très fiers au gouvernement, de notre système par répartition. La Première ministre l'a souligné, c'est un joyau et que nous voulons préserver. Je suis aussi convaincu que cette réforme nous permettra de l'améliorer en profondeur. Pour tous les Français qui ont eu un accès difficile au travail au cours de leur vie, qui s'en sont éloignés, qui ont parfois été usés par celui-ci, nous devons offrir davantage de protection
Et c'est ce que nous faisons avec ces réformes. Travailler plus, oui, mais chacun selon ce qui lui est effectivement possible et en protégeant les plus fragiles. C'est l'essence de cette réforme de justice. Voilà donc le fruit des concertations menées depuis plusieurs mois avec les partenaires sociaux que nous avons écoutés, que nous avons entendus. Nous avons voulu aussi lever un certain nombre d'irritants, améliorer des situations avec certaines difficultés qu'il fallait régler. C'est ainsi, et pour cette raison, que nous avons décidé de ne pas poursuivre, par exemple, le chantier d'unification du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Par ailleurs, et je termine par là, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, tel que l'a dit la Première ministre, sera présenté au Conseil des ministres du 23 janvier. Il contiendra l'essentiel des mesures de cette réforme. Mais cette réforme dépassera toutefois ce seul vecteur, puisque certaines mesures relèvent du niveau réglementaire et feront l'objet de concertations approfondies avec les partenaires sociaux dans le cadre traditionnel de préparation de ces décrets. Je pense par exemple à la meilleure prise en compte du travail de nuit dans le cadre du C2P, ou encore à l'élargissement de l'accès à la retraite anticipée des travailleurs exposés à la pénibilité, des mesures qui relèvent du décret, de la voie réglementaire, et qui ainsi n'apparaîtront pas dans le texte, mais c'est pour souligner que si ce texte porte l'essentiel des mesures, la réforme le dépasse bien évidemment. Je pense aussi à la modernisation des droits familiaux. Nous souhaitons que le Conseil d'orientation des retraites puisse engager un travail d'amélioration, d'uniformisation, qui donnera lieu ensuite à des décisions réglementaires. Certains désaccords persistent, ne sont pas effacés, mais nous savons aussi, je sais aussi qu'avec les mesures que je viens de vous présenter, nous répondons à beaucoup des attentes des partenaires sociaux telles qu'elles ont été exprimées dans le cadre de la concertation. Ce sont des mesures fortes que nous avons pensées avec la Première ministre, avec le même souci de justice et d'efficacité, et en gardant toujours en tête la volonté de protéger les plus fragiles. Je vous remercie et je passe la parole à Stanislas Guerini. Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je vais maintenant vous présenter les éléments spécifiques à la fonction publique du projet de réforme des retraites. D'abord, il est important de rappeler que cette réforme est fondée sur un principe clair d'équité, celui de la symétrie des paramètres entre le régime général et le régime de la fonction publique. Cela veut dire que le recul progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite d'une part, et que l'accélération du rythme de majoration de la durée d'assurance d'autre part, tel qu'annoncé à l'instant par la Première ministre, seront transposées de façon strictement identique au régime applicable aux fonctionnaires sédentaires et catégories actives. Elles s'appliqueront donc à l'ensemble des agents publics sans distinction. Nous demandons aux agents publics des trois versants de travailler un peu plus longtemps. C'est le sens même de la solidarité contributive de tous les actifs. Pour autant, les caractéristiques propres au régime de la fonction publique demeurent inchangées. D'abord, le mode de calcul des pensions reste fixé sur la base des 6 derniers mois. J'ajoute également qu'il ne repose que sur la rémunération indiciaire. Cela veut dire que le régime indemnitaire, pour parler clairement des primes des fonctionnaires, n'ouvre pas de droit à la retraite. Au global, le taux de remplacement des agents du public est d'ailleurs strictement identique au taux de remplacement des salariés du secteur privé. Deuxième caractéristique fondamentale qui demeure inchangée, la prise en compte de la pénibilité pour la fonction publique continue à se faire par le régime des catégories actives. Pour rappel, les catégories actives, c'est ce qui permet à certains métiers de la fonction publique d'avoir un âge d'ouverture des droits anticipé de 5 ans à 10 ans par rapport au droit commun, sous réserve d'avoir 27 années de service pour un policier, par exemple, ou 17 années de service pour un aide-soignant ou une aide-soignante, par exemple. Comme indiqué par la Première ministre, ces durées de service resteront inchangées. Voilà pour les éléments principaux de la réforme. Évolution symétrique des paramètres, principales caractéristiques inchangées. Sur ce fondement, le gouvernement a décidé de porter des mesures de cohérence et d'équité. Je veux le souligner, elles sont le fruit des concertations, Olivier Dussopt l'indiquait à l'instant, que nous avons eues avec les organisations syndicales jusque dans les derniers jours. Ces mesures porteront sur 3 points principalement. Tout d'abord, faciliter la transition
entre la vie professionnelle et la retraite et permettre aux agents, aux employeurs publics de mieux organiser les fins de carrière. À cet effet, nous portons 2 mesures. D'abord, l'extension aux agents publics, aux fonctionnaires de la retraite progressive. C'est ce qui permettra, par exemple, à un agent d'entretien d'espace vert de partir à 62 ans de se mettre à temps partiel à partir de 62 ans, tout en touchant par anticipation une partie de sa retraite et donc de préserver sa rémunération. Deuxième mesure, la possibilité pour un agent de demander à prolonger sa carrière au-delà de la limite d'âge actuelle, ce qui n'était aujourd'hui pas possible dans la fonction publique, même lorsqu'un agent public le souhaitait. Je précise qu'il n'est envisagé à aucun moment, cela a été souligné, de décaler l'âge d'annulation de la décote. Celui-ci demeurera inchangé pour les agents sédentaires comme pour les catégories actives. Deuxième série de mesures, j'ai proposé un ensemble de mesures pour permettre de mieux prendre en compte la pénibilité en favorisant les reconversions professionnelles. D'abord, pour assurer la portabilité des droits dont bénéficient les agents des catégories actives. Concrètement, aujourd'hui, un gardien de prison qui a exercé son métier pendant 30 ans et qui change de métier dans la fonction publique perd absolument tout le bénéfice de sa durée de service et donc la possibilité d'un départ anticipé. Demain, avec cette réforme, ce même agent verra le bénéfice de ses années de service dans son métier pénible définitivement acquis, quelle que soit son évolution professionnelle, ce qui ouvre des possibilités d'aménagement réel dans la conduite des carrières. Deuxième mesure, tout aussi importante, lorsqu'un contractuel qui exerce un métier pénible, comme aide-soignant par exemple, est titularisé dans la fonction publique, il pourra à présent comptabiliser les années effectuées pour bénéficier d'un droit à la retraite anticipée. C'est une avancée réelle pour les contractuels de la fonction publique qui ont vocation à la rejoindre. Troisième et dernière série de mesures, la situation spécifique des professionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de la fonction publique hospitalière comme de la fonction publique territoriale se verra prise en compte avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons l'ambition d'accompagner ces établissements dans la conduite, dans le financement d'actions de prévention et de dispositifs d'organisation et d'aménagement du travail des personnels concernés, notamment en deuxième partie de carrière. À ce titre, un fonds de prévention de l'usure professionnelle sera créé et pérennisé auprès de l'assurance maladie. Une mission sera confiée à des personnalités qualifiées pour identifier, pour concerter avec les parties prenantes la nature, les actions à mener par ce fonds qui doit favoriser une amélioration rapide des conditions de travail au sein des établissements hospitaliers et médico-sociaux, en complément et en cohérence avec les annonces portées par le président de la République le 6 janvier dernier. J'ajoute enfin que pour prévenir l'usure professionnelle dans les métiers de la fonction publique territoriale, des travaux approfondis seront poursuivis avec les employeurs territoriaux sur la base de leurs propositions dans le cadre de nos concertations pour viser à développer des nouveaux instruments collectifs de renforcement du maintien dans l'emploi pour favoriser les transitions professionnelles ainsi que prévenir les risques. Je veux conclure en insistant sur le fait que cette réforme souligne les enjeux fondamentaux de la gestion des carrières, des parcours professionnels, des conditions de travail qui seront au cœur de la réforme que je porterai en 2023 sur l'attractivité de la fonction publique. Je vous remercie. Je cède la parole à Madame la Première ministre. Mesdames et messieurs, je mesure ce que travailler plus longtemps signifie pour beaucoup. Notre système de retraite par répartition est un bien précieux. Il est l'un des fondements de notre modèle social. C'est une spécificité dont nous sommes fiers
et un symbole de la nation. Nous sommes déterminés à le protéger, déterminés à préserver la solidarité entre les générations. Notre projet, c'est agir pour les retraités actuels et pour leur pouvoir d'achat. C'est préserver notre système par répartition et le rendre plus juste pour les actifs d'aujourd'hui qui seront les retraités de demain. C'est donner l'assurance aux plus jeunes qu'ils bénéficieront d'une retraite. Trop d'entre eux pensent qu'ils n'auront pas de retraite et qu'ils devront compter sur ce qu'ils économiseront d'ici là. Je ne m'y résigne pas. Réussir ce projet, c'est montrer que le collectif a du sens, que nous sommes capables de veiller à la solidarité entre nous et entre les générations. Réussir ce projet, c'est aussi montrer que lorsque les analyses et les faits sont nombreux et étayés, et que le dialogue social et politique a été mené, notre pays est capable de se transformer pour préserver son modèle social. C'est tout le sens de ce projet juste, équilibré et porteur de progrès. Je vous remercie. Et nous allons maintenant, avec les ministres, répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qui donne... Bonsoir Madame la Première ministre, bonsoir. C'est la Bougriou pour TF1 LCI. L'ensemble des organisations syndicales, y compris la CFDT, ont réaffirmé qu'ils se mobiliseraient pour lutter contre le report de l'âge légal à la retraite. Est-ce que vous voyez cela comme un échec? Et est-ce que vous reverriez votre copie si la mobilisation était importante ces prochaines semaines? Alors, il ne nous a pas échappé, en effet, que l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à un décalage de l'âge légal de départ à la retraite. C'est une position qu'ils ont portée. Je pense notamment que ça fait l'objet de débats dans les congrès de certains. Donc moi, j'en prends acte. Mais notre responsabilité, je le redis, la responsabilité du gouvernement, c'est de préserver notre système de retraite par répartition. Et je voudrais souligner qu'au-delà de ce désaccord, sur un point dont je ne dis pas qu'il est mineur, c'est important, nous avons considérablement avancé avec les organisations syndicales sur l'ensemble des mesures que nous venons de vous présenter. Et je pense que c'est important de se dire que ce que nous vous présentons, c'est un projet global. Ça n'est pas uniquement une question de décalage de l'âge de départ à la retraite, c'est un ensemble de réponses pour assurer de la justice dans notre système de retraite, pour tenir compte des situations particulières. C'est aussi un projet qui vise à donner de nouveaux droits, qui est porteur de progrès. Et ces nouveaux droits, ces progrès, nous les avons construits avec les organisations syndicales. Donc moi, je vais continuer à vouloir convaincre nos interlocuteurs, à vouloir convaincre surtout les Français que nous proposons un projet de justice, d'équilibre et de progrès. Madame la Première ministre, bonjour. Anne-Sora Dubois, BFM TV. Je vais vous citer les propos d'un responsable politique tenu en 2019. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge de départ. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va me dire maintenant, il faut passer à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps. Propos tenus par le chef de l'État Emmanuel Macron en 2019. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Est-ce que vous pensez qu'un index sera suffisant pour qu'il y ait un taux d'emploi des seniors qui augmente? Et encore une fois, qu'est-ce qui fait que ces propos tenus par Emmanuel Macron il y a 3 ans ne sont plus valables aujourd'hui? Je vous remercie. Alors, peut-être dire qu'on va prendre les questions par 3, là, pour les prochaines. Je vais répondre à votre question. Je pense qu'on doit agir, évidemment, sur cette question de l'emploi des seniors. Moi, je l'ai dit, je ne me satisfais pas d'avoir des plans de départ volontaires, d'avoir des ruptures conventionnelles collectives qui font l'objet d'accords, il faut le dire souvent, entre les employeurs et l'ensemble des représentants des salariés et qui consistent à faire partir les salariés à quelques années de leur retraite. C'est un sujet que nous sommes déterminés à prendre à bras-le-corps, mais que les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales doivent aussi prendre à bras-le-corps. Et
le ministre Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, il y a une forme d'effet mécanique quand on décale l'âge de départ à la retraite. On sait que ces départs qui se font 2 ans, 3 ans avant l'âge légal de départ se décalent d'autant. Donc ça contribue à augmenter le taux d'emploi des seniors et donc la place des seniors dans les entreprises. Mais vraiment, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à poursuivre les échanges. D'abord, à porter les mesures qui figurent dans ce projet de loi pour donner des repères, je dirais, aux négociations qui doivent se tenir en entreprise sur l'emploi des seniors. Mais par ailleurs, voilà, continuons à réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux sur la façon dont on donne toute sa place, toute leur place aux seniors dans les entreprises. Première ministre, Grégoire Poussielgue des Échos. Si vous n'arrivez pas, malgré vos efforts, à obtenir une majorité à l'Assemblée, est-ce que vous serez prête à recourir à l'article 49.3 ? Merci. Alors. Et bonjour Madame la Première ministre, Simon Le Baron pour France Inter. Même si vous garantissez que personne n'aura à cotiser plus de 44 ans, ceux qui seront le plus touchés par cette réforme, ce sont ceux qui auront commencé à travailler plus tôt que d'autres. Est-ce que vous assumez de faire porter aux travailleurs les moins diplômés, ceux qui ont des salaires les plus modestes, le poids de la survie de notre système de retraite ? Ok. Une autre question ? Oui. Bonjour, Thomas Asportas pour BFM Business. 2 questions. Combien vont rapporter la fin des régimes spéciaux ? Quel montant d'économie ça représente ? Et puis, cette mesure, c'est aussi pour augmenter le taux d'emploi général dans le pays. Combien de recettes supplémentaires, au-delà des recettes qui vont équilibrer le régime des retraites, combien de recettes supplémentaires vont être liées à ce taux d'emploi supplémentaire ? Combien de recettes fiscales supplémentaires, de TVA, de cotisations, etc. Merci beaucoup. Merci. Alors, sur la façon dont ce projet de loi va être adopté, je le dis très clairement, et peut-être il y a une façon un peu caricaturale de rapporter ce qui s'est passé au cours des derniers mois. 10 projets de loi ont été présentés par mon gouvernement au Parlement. 8 ont été adoptés grâce à des compromis qui ont pu être trouvés avec les autres groupes, avec les groupes qui n'appartiennent pas à la majorité. À chaque fois que nous présentons un texte au Parlement, mon gouvernement, mes ministres, recherchent des accords, des compromis avec les groupes parlementaires au-delà de la majorité. Et c'est ce que nous allons faire sur ce texte. Je pense que, je le redis, c'est un projet qui porte une réforme de justice, d'équilibre et de progrès. Je note qu'un certain nombre des groupes parlementaires portent depuis plusieurs années leur volonté de porter ce type de projet de réforme des retraites. Et donc nous allons nous employer à rassembler autour de notre projet. Sur la question sur les personnes qui sont mise à contribution, si je peux dire, par la réforme, moi je ne partage pas du tout ce que vous avez dit. Et je pense que là aussi, il faut arrêter de caricaturer. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre système, quand vous commencez à travailler à moins de 16 ans, on vous demande, pour pouvoir partir aux 58 ans qu'on vous promet, d'avoir la durée légale de cotisation plus 8 trimestres, c'est-à-dire plus 2 ans. Ce qui veut dire que cette promesse, elle n'est tenue pour personne. Avec les règles que nous allons modifier, nous voulons évidemment tenir compte de ces situations. Et nous voulons avoir un système qui tient compte de chaque âge pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est d'autant plus important parce qu'on peut avoir l'impression que travailler entre 16 et 18 ans, c'est peut-être une histoire du passé. Mais comme vous le savez, on soutient également l'apprentissage. Et donc les apprentis qui vont aujourd'hui, pour certains, commencer à avoir un contrat de travail à 16 ans, ils pourront, dans de nombreuses années, bénéficier aussi des mesures que nous proposons. Et c'est, je pense, dans l'équilibre qui a été construit entre le report de l'âge légal et l'accélération de la durée de cotisation, mais pas au-delà de ce qui avait été porté dans la réforme de Marisol Touraine, je pense que c'est un projet qui répartit
le plus équitablement possible, ou en tout cas qui vise à le faire, la contribution qui est demandée à chacun. Peut-être sur la question concernant les régimes spéciaux, je n'ai pas le chiffre en tête, je ne sais pas si le ministre ou les ministres ont ce chiffre en tête. C'est surtout un enjeu d'équité. Je pense qu'on est aujourd'hui maintenant à une période où on peut être chauffeur de bus avec un régime de retraite particulier ou bien chauffeur de bus au Havre ou à Rouen en cotisant au régime général. Je pense que c'est quelque chose que nos concitoyens ne comprennent pas bien et donc c'est pour ça, pour ce principe, que nous souhaitons affilier les agents de ces régimes spéciaux au régime général. Je vais laisser le ministre répondre sur votre question sur les équilibres. D'abord, sur les régimes spéciaux, effectivement, c'est d'abord et avant tout un problème d'équité, beaucoup plus qu'un sujet financier. Ensuite, sur ce que peut rapporter à la prospérité française cette réforme des retraites. D'abord, je veux redire avec beaucoup de force que chaque euro de cotisation retraite supplémentaire ira intégralement, totalement, exclusivement au financement du régime de retraite. Parce que c'est ce qui garantit l'équilibre en 2030 et je ne veux laisser aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Mais à partir du moment où vous avez plus de personnes qui travaillent, où nous allons avoir plus de personnes de plus de 55 ans qui vont aussi travailler, être sur le marché du travail, cela fera plus d'impôts sur les sociétés, plus de cotisations globalement, plus d'impôts sur le revenu, plus de prospérité globalement pour le pays, plus d'activité pour la France. Et au total, nous estimons qu'à horizon de 2027, cela va faire de l'ordre de 1 point de PIB supplémentaire à horizon 2027. Un peu moins d'1 point de PIB à l'horizon 2027. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Madame, Messieurs. Anne Renaud de l'AFP. J'avais une question sur les pensions minimum, les petites pensions. Pour celles qui concerneront les retraités actuels, est-ce qu'elles iront jusqu'à 85% du SMIC aussi ? La revalorisation des petites pensions pour les retraités actuels, voilà. Première question. Et ma deuxième question, c'est que dans vos vœux au gouvernement, vous ne vous êtes projeté que jusqu'à l'été 2023. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Est-ce que c'est lié à ce projet ? Très bien. D'autres questions ? Ouais. Bonjour, Jean-Baptiste Davoulas pour Libération. Une question de procédure parlementaire. Vous avez fait le choix d'un PLFSS rectificatif, ce qui limite de fait à 20 jours le délai constitutionnel d'examen en première lecture à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce un artifice pour limiter le temps des débats. Est-ce que vous craignez que ces débats qui ne pourront pas aller jusqu'à leur terme à l'Assemblée aient lieu ailleurs, dans la rue, et que cela ait pour effet plutôt de raidir la contestation contre votre projet de loi ? Merci. Une troisième question. Bonjour, Francis Bronchet pour les quotidiens régionaux du groupe EBRA. La question portait également sur les minimums vieillesse à 85% du SMIC. Il n'est pas financé actuellement dans la manière dont vous nous l'avez présenté. Vous ponctionnez déjà un petit peu le régime d'accident du travail, ou pourriez-vous trouver d'autres marges pour d'autres mesures ? Alors, sur la mesure que j'ai évoquée pour les retraités actuels qui ont des très petites pensions, donc je vous confirme que c'est le même principe, des retraités qui ont eu une carrière complète au niveau du SMIC, et je dis au niveau du SMIC parce qu'il s'agit de salariés, mais il peut aussi s'agir d'artisans et de commerçants, auront bien une pension égale à 85% du SMIC net. C'est le travail que nous allons mener avec les groupes parlementaires qui y contribueront, donc la majorité bien sûr, mais aussi les Républicains qui ont porté cette demande. Donc nous souhaitons trouver le système le plus efficace. C'est grosso modo 100 € de plus qui sera... dont pourront bénéficier ces retraités. Mais évidemment, pour les retraités actuels, ça peut être... c'est une moyenne. Pourquoi on ne se projette pas au-delà de 6 mois ? On a déjà un programme de travail conséquent
Et je pense que c'est au contraire parce qu'on porte ce projet de loi sur les retraites, mais qu'en même temps, il y a d'autres sujets très importants. Vous savez, moi j'entends les préoccupations des Français. Le président de la République a présenté des mesures importantes sur la santé, par exemple. Le ministre de l'Éducation nationale porte aussi des réformes importantes. Donc nous avions besoin d'avoir cette vision d'ensemble. C'est assez traditionnel que les gouvernements se donnent des feuilles de route à 6 mois. Donc n'y voyez pas de signe particulier. Sur le recours à un PLFSS, donc nous recourons à un PLFSS parce qu'il se trouve que les mesures que nous portons relèvent d'un PLFSS. J'entends les oppositions qui, dans un premier temps, faisaient un procès d'intention sur le recours au 49.3. Et moi, je le redis, ce texte, mon gouvernement l'aborde avec la volonté de trouver des accords, de rassembler une majorité à l'Assemblée nationale. Alors que ça dérange les oppositions qu'on recourt à ce PLFSS plutôt qu'à un projet de loi ordinaire, je peux l'entendre. Mais vous voyez, c'est dans le cadre d'une conception du débat parlementaire que je trouve assez particulière. Parce que quand on nous dit chaque député de la NUPES va déposer 1000 amendements, par principe, écoutez, je ne pense pas que ce soit une volonté d'éclairer les débats. Donc nous mènerons ces débats, nous essaierons au mieux, au maximum, d'avoir des vrais débats de fond autour de ce projet de loi. Et j'espère pour les autres parlementaires que les députés de la NUPES permettront que ce débat se tienne. Merci. Oui, bonjour, Clarisse G, AEF Info. Mes 3 questions vont s'adresser au ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui concerne les agents publics. Première question, vous n'avez pas évoqué le cumul emploi-retraite pour les fonctionnaires, donc je voulais savoir s'il était prévu quelque chose. Deuxième question, qu'est-il prévu concernant les fonctionnaires agents publics en situation d'invalidité? Et troisième question, vous n'avez pas précisé non plus le montant du fonds de prévention de l'usure professionnelle qui concernera les structures hospitalières et médico-sociales. Merci pour vos réponses. Merci pour vos questions. D'abord, sur le cumul emploi-retraite, je vais vous répondre très directement. Ce sera strictement la même chose que pour les salariés du privé. L'effet de symétrie que je présentais s'appliquera de façon strictement identique. Vous m'avez posé une question sur les critères d'invalidité. Je mènerai ce chantier à travers un chantier que je mène avec les organisations syndicales qui concerne la prévoyance. Le sujet est lié à la question de la meilleure prise en compte de la prévoyance. Et donc, ce sont des discussions que nous allons poursuivre avec les organisations syndicales dans le cadre du chantier prévoyance que nous menons dans le premier trimestre 2023. Enfin, vous m'avez posé une troisième question que j'ai omise, pardon. Oui, le montant du fonds, je ne l'ai pas annoncé aujourd'hui parce que c'est quelque chose que nous mènerons dans le cadre du débat parlementaire. Et donc, ça fait partie du chantier que nous mènerons dans les prochains jours avec l'ensemble des parties prenantes et singulièrement les organisations syndicales. Alors, on va essayer de garder un certain ordre, mais je n'ai pas répondu à votre question sur le financement. Donc, j'ai évoqué le fait qu'il existe un excédent dans la branche AT-MP. Au-delà des mesures qui sont aujourd'hui mobilisées, il reste un excédent. Et puis, nous souhaitons aussi discuter de la question spécifique du déficit de la caisse qui regroupe les agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Donc, ce sont peut-être des sujets un peu techniques, mais il se trouve que dans le cadre, on va dire, d'une solidarité interbranche de la sécurité sociale, il peut y avoir des marges de manœuvre qui nous permettraient de continuer à tenir notre ligne, c'est-à-dire garantir l'équilibre sans augmenter le coût du travail. On va reprendre par série de 3 questions, en essayant de répondre aux 3. Bonjour Madame la Première ministre, Thomas Després, RTL. Vous avez répété à plusieurs reprises ces derniers jours, chaque euro économisé ira bien aux caisses de retraite et uniquement, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le gouvernement a tenu un autre discours disant que cet argent pourrait servir à la transition énergétique, au financement de la dépendance. Pourquoi avoir changé de pied? Et question complémentaire, qu'est-ce qu'on fera donc des milliards d'excédents au régime Agirc-Arrco dans les années qui viennent, s'il y a des excédents bien sûr?
Bonjour, Marc Vigneault pour l'Opinion. Je voulais vous demander, j'ai pas bien compris sur les petites retraites, le minimum à 85% du SMIC. Est-ce que pour les retraités actuels, ça va être tout de suite ou est-ce que ça montera en charge progressivement dans les prochaines années Pour les retraités actuels. Ah oui, ok. Oui, Manel Soufi pour le Journal du Dimanche. Pareil sur le minimum contributif. Là, dans la synthèse financière des mesures, vous n'avez pas intégré le coût du minimum contributif aux retraités actuels, donc qui sont assez nombreux. Donc en gros, j'imagine que ça va peser sur le montant total des mesures d'accompagnement, mais à quel niveau ? Alors, je crois que c'est globalement la même question. Donc je vous confirme que dans l'équation qui a été présentée par le ministre de l'Économie, ça n'est pas pris en compte, mais nous pensons que ça peut être financé dans le cadre d'une solidarité interbranche. Et donc, c'est ce que nous aurons l'occasion de discuter avec notamment les groupes parlementaires de la majorité et ceux qui souhaitent aussi porter cette mesure et soutenir la réforme. Et je vous confirme que notre objectif, c'est bien de passer à 85% du SMIC pour les retraités actuels cette année. Je ne sais pas si ma réponse est claire, comme cette question semble... Pardon ? C'est de l'ordre d'1 milliard d'euros. C'est de l'ordre d'1 milliard d'euros, donc à financer dans le cadre de la solidarité interbranche. Alors vous avez remarqué que nous répétons en effet que chaque euro de cotisation sociale, de cotisation retraite supplémentaire ira au financement des retraites. Et je pense que ce que le ministre a eu l'occasion d'expliquer est clair, ce qui a pu être dit précédemment, c'est-à-dire que les cotisations retraite financent les retraites, mais quand on augmente la part des seniors qui sont au travail, on augmente notre richesse collective. Il y a des impôts en plus, il y a d'autres cotisations en plus, et donc ces ressources qui ne concernent pas les retraites, qui peuvent être mobilisées, d'abord pour limiter le déficit de notre budget, et puis aussi pour financer des politiques importantes qui nous tiennent à cœur sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Bonjour, Sabine Leizard de l'agence de presse médicale APM. Donc sur la santé, voilà, le secteur médico-social. Est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer en quoi cette réforme pourrait améliorer l'attractivité des métiers de la santé, sachant que, comme vous le savez, il y a une grave crise à l'hôpital et dans les EHPAD notamment de recrutement. Emmanuel Macron en a parlé assez longuement vendredi dernier, donc je ne vois pas trop quel type de mesures, puisque vous allongez leur durée, l'âge de départ, en quoi ça pourrait les attirer davantage. Et je pense aussi aux médecins hospitaliers qui ont un statut à part et quelles mesures pourraient leur permettre de rester plus sur leur métier. Bonjour, Madame le Ministre. Jacques Serret, Europe 1. Pourquoi, contrairement à la promesse du candidat Macron en 2017, vous ne mettez pas en place un régime universel? Pourquoi les régimes spéciaux dans ces mesures ne concernent que pourquoi ça ne concerne que les nouveaux entrants et pas les salariés actuels? S'il s'agit d'urgence et de justice sociale, pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dès maintenant? Bonjour, Cécile Maillard de l'usine Nouvelle. J'ai une question plutôt à destination du ministre du Travail sur la pénibilité. Vous évoquez des travaux dans les branches, vous évoquez des concertations avec les partenaires sociaux, du réglementaire. Quand est-ce que tout ça pourrait aboutir? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un décalage entre des droits nouveaux pénibilité et l'application de la réforme? À partir de quelle génération est-ce qu'on pourra profiter entre guillemets, de ces travaux? Sur cette dernière question, l'objectif que nous avons est à la fois de faciliter le C2P et l'utilisation du C2P. Je l'ai dit, ça c'est quelque chose qui est très rapide. Très rapide parce qu'une partie des critères du C2P, notamment la question du seuil
qui déclenche des points pour le travail de nuit ou le travail en équipe relève aussi d'un aspect réglementaire et donc classiquement et en application d'ailleurs du Code du travail, le temps de mener la concertation interprofessionnelle, les décrets peuvent être publiés si tant est que la loi soit votée bien évidemment. Ce qui va être le cas mais il faut attendre qu'elle le soit. La deuxième chose c'est la volonté d'améliorer les dispositifs de prévention de l'usure professionnelle et le suivi médical. Et là, la technique, en tout cas ce que nous retenons comme mode opératoire est finalement assez simple, même si on est tout de suite dans un univers parfois un peu complexe et un peu techno. La branche AT-MP est capable, par les éléments statistiques dont l'État, la Sécurité sociale disposent, le taux d'accidentologie, la prévalence des maladies professionnelles, une enquête qui s'appelle l'enquête Summer et qui parlera aux spécialistes absolus des RH dans cette salle, de déterminer la liste des métiers dont on peut considérer qu'ils sont présumés exposés à l'usure professionnelle. Nous signifierons, la branche de sécurité sociale signifiera à chacune des branches professionnelles les métiers qui la concernent, et chaque branche devra, ce sera une obligation, nouer un accord, discuter d'un accord de prévention. Et les actions de cet accord de prévention pourront être financées, cofinancées, dans le cadre de la branche AT-MP dont nous avons déjà évoqué les possibilités en la matière. Il y aura évidemment un mécanisme d'agrément, un mécanisme supplétif, de manière à ce que chaque secteur ayant une présomption d'exposition à l'usure puisse être concerné. Et donc ça peut aller très vite. C'est une question de semaines ou de mois de concertation et de discussion des accords tant pour la définition des métiers que pour la conclusion des accords. Sur la partie du suivi médical, nous disposons déjà d'un socle législatif avec la loi santé au travail de 2021, le fait d'avoir une visite de mi-carrière à 45 ans. Et donc nous pouvons faire prospérer nos travaux autour de cela. Et là aussi, ça peut aller très vite. Il n'y a pas de génération en tant que telle. C'est simplement une question de délai d'entrée en vigueur des textes d'application. Peut-être pour répondre à votre question sur le système universel, je disais tout à l'heure qu'on a aussi tiré les enseignements de la réforme qui avait été portée à l'époque. Et parmi ces enseignements, il y a le fait que la retraite, le mode de calcul de la retraite, est intrinsèquement lié au mode de rémunération. Et vous vous souvenez des débats qu'on avait eus à l'époque, quand on voulait appliquer le même mode de calcul à, par exemple, des fonctionnaires dont le système de rémunération peut être très différent des salariés du privé, entre une part qui est cotisée et une qui ne l'est pas, sur la dynamique de la rémunération au cours de la carrière. Donc je pense qu'on a bien retenu les enseignements de tous les travaux qui avaient été menés à cette époque, et c'est pour ça qu'on travaille d'abord sur les grilles de rémunération. C'est le sens de ce que disait par exemple le ministre s'agissant de la fonction publique, plutôt que de vouloir appliquer le même mode de calcul à des systèmes de rémunération différents. Et ce que je dis vaut pour les régimes spéciaux dont les modes de rémunération, les grilles salariales ne sont pas très différentes de ce qu'on peut avoir au sein de la fonction publique. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est un principe, donc je disais, d'équité. Les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général de retraite et les agents ou les salariés de ces régimes spéciaux auront les mêmes évolutions sur le décalage de l'âge de départ à la retraite et le nombre d'années de cotisation dans le cadre de négociations qui relèvent des branches ou des entreprises. Mais s'agissant des systèmes de rémunération, on a pu mesurer à quel point il était compliqué de vouloir accrocher, si je peux dire, un mode de calcul universel de la retraite sur des systèmes de rémunération qui sont conçus totalement différemment. Donc c'est pour ça qu'on retient aujourd'hui cette voie. Pour répondre à madame sur l'attractivité des métiers, d'abord pour vous dire que vraiment c'est un chantier que mon gouvernement porte et de façon très interministérielle, sans employer un terme trop technique. Parce que, effectivement, je pense qu'on est tous conscients, et le président de la République a eu l'occasion de le redire dans les vœux aux soignants la semaine dernière, du défaut d'attractivité de ces métiers et de la nécessité, alors ça recouvre beaucoup de choses, comme dans d'autres domaines où on peut avoir des difficultés de recrutement, c'est le sens du métier, c'est les conditions d'exercice du métier. Et je pense qu'en ce sens, ce qui a été évoqué sur un fonds de prévention de la pénibilité dans les établissements médicaux, médico-sociaux est clairement un facteur d'attractivité. Vous savez, je pense qu'on n'exerce pas le métier dans les mêmes conditions si on est dans un établissement où il y a un rail pour avoir
un lève-malade ou bien si on doit s'en passer. Et donc je pense que ce volet prévention de la pénibilité est certainement un facteur d'attractivité pour les métiers de la santé. Mais ça va très au-delà et effectivement, il est bien clair que cette réforme n'épuise pas le sujet de l'attractivité des métiers. Il y a des questions de parcours professionnel, de validation des acquis de l'expérience et sur tous ces sujets, le gouvernement est au travail pour pouvoir offrir à la fois du sens et des carrières plus attractives avec moins de pénibilité pour ce secteur de la santé. Oui, je crois qu'on va arrêter. Merci beaucoup.